Toute l'actualité politique et parlementaire, c'est le journal de 19 h de Public Sénat. Bonsoir à tous. Voici les titres de ce mercredi. Bye bye les 3% de déficit. La France reconnaît que l'objectif de réduction de déficit ne sera pas atteint cette année ou alors que ce sera très difficile. S'il n'est pas question d'ajouter de la rigueur à la rigueur, un nouveau tour de vis budgétaire se prépare. Économie qui n'épargneront pas les ménages. Parmi les idées qui circulent, imposer les allocations familiales. Débat ouvert dans le 19 h avec notamment Jean Arthuis parmi nous ce soir. Également Thierry Pêche d'Alternatives économiques et Olivier Pastré du Cercle des économistes. Prendre en compte le vote blanc parmi les suffrages exprimés, l'idée fait son chemin, elle est débattue aujourd'hui au Sénat. Elle sera défendue tout à l'heure dans le 19 h par le centriste François Zocchetto. Mais d'abord, ce terrible drame, un chômeur en fin de droits s'est immolé par le feu aujourd'hui à Nantes devant l'agence Pôle emploi. Cet homme de 42 ans avait envoyé un courrier électronique hier à plusieurs médias locaux pour dénoncer sa situation et prévenir son intention de passer à l'acte. D'ailleurs, la police et les pompiers étaient sur place aujourd'hui à Nantes aux abords de l'agence mais n'ont pu rien faire. Dans son ultime message, ce chômeur protestait contre le rejet de son dossier. Le ministre du Travail, Michel Sapin, évoque à l'instant un drame effroyable. En août dernier, un chômeur de 51 ans s'était déjà immolé par le feu devant son conseiller en emploi dans la région parisienne. La reconnaissance progressive que la France ne tiendra pas son objectif de réduction des déficits publics. Laurent Fabius a donc reconnu que les 3% seront probablement dépassés cette année, un objectif d'ailleurs que la Cour des comptes avait enterré dès hier. Et aujourd'hui, son premier président, Didier Migaud, est venu présenter son rapport devant le Sénat. La Commission de Bruxelles va devoir se prononcer sur le non-respect d'une règle dénoncée par certains comme un dogme impossible en raison de la crise. Sophie Normand. Pierre Moscovici lève le tabou des 3% de déficit. Le ministre de l'économie évoque une probable réévaluation de cet objectif comme de celui de la croissance. Nous pourrons, le cas échéant, si c'est nécessaire, réévaluer, réexaminer ces différents objectifs. Les objectifs sont maintenus, même si nous sommes conscients de leurs difficultés. Le calendrier est également maintenu. Et la méthode aussi est maintenue. Et cette méthode, c'est le sérieux de gauche. Toute la matinée, invités des émissions politiques, les classiques du gouvernement ont émis des doutes à haute voix sur les possibilités d'atteindre un tel objectif. Peu probable pour le ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, très difficile selon son collègue du budget, Jérôme Cahuzac. L'objectif sacro-saint des 3% de déficit ne sera pas tenu. Pas vraiment une surprise, mais une situation embarrassante vis-à-vis des partenaires européens de la France. La recherche de l'objectif 3% doit être maintenue. Elle est notre crédibilité auprès de nos autres pays, des autres pays de la zone euro. Aujourd'hui, il recule sur les 3%. Ceci, me semble-t-il, ne peut que créer un signal, sinon de méfiance, du moins de confiance un peu trahie. La France prévoit de ramener cette année ses déficits publics de 4,5% à 3%, et ce sur la base d'un scénario de croissance de 0,8%. Une prévision jugée bien trop optimiste par l'OCDE et le FMI, qui tablent, eux, sur une hausse du PIB de 0,3%. François Hollande a laissé entendre que l'objectif de croissance pourrait être réexaminé. Et le gouvernement défend par ailleurs ses efforts considérables, selon le mot de Pierre Moscovici, pour réduire le déficit. Outre les nouvelles baisses de dotations aux collectivités locales ou encore la baisse des aides aux entreprises, eh bien, une pression supplémentaire pourrait s'exercer sur les ménages. Joachim Rob. Une question, ou plutôt un casse-tête. Comment réduire les déficits? Le gouvernement étudie plusieurs pistes. Les dépenses de l'assurance maladie, les dépenses de l'allocation familiale et les retraites. C'est sur ces trois gros postes que le gouvernement va tenter d'aller chercher des économies. Les allocations familiales pourraient être soumises à l'impôt sur le revenu et accordées sous conditions de ressources. Reste à connaître l'efficacité de la mesure. Ça dépend jusqu'où vous allez descendre vos conditions de ressources,
Mais globalement, il n'y a pas énormément. Vous voyez, là, on est en train de parler de 10 milliards d'euros par an à trouver. Ce n'est pas uniquement avec cette piste-là que vous allez y arriver. Cette réforme des allocations familiales, Lionel Jospin, alors Premier ministre, l'avait envisagée avant de reculer sous la pression des associations qui montent de nouveau au créneau. Il y a des gens qui sont extrêmement riches qui n'ont pas besoin d'allocations familiales. Certes, mais après, quelle sera la variable d'ajustement? On ne peut pas comparer la politique familiale et la politique fiscale de notre pays. La politique familiale, c'est simplement une compensation de charges d'enfants. On ne peut pas tout mélanger. Autre piste envisagée, la réforme du quotient familial. Le gouvernement devrait annoncer avant l'été les solutions retenues. Voilà, et on reprend donc dans un instant le débat sur les déficits avec nos invités, notamment l'ancien ministre de l'économie, Jean Arthuis, avec Thierry Pêche d'Alternatives économiques et Olivier Pastré du Cercle des économistes. Les psychanalystes succèdent aux religieux aujourd'hui devant la commission des lois du Sénat qui débat toujours du mariage gay. La loi a été votée par les députés mais elle arrivera en séance au Sénat début avril. Les échanges ont porté aujourd'hui notamment sur la définition de la cellule familiale. Pour moi, le fait que l'union d'un homme et d'une femme, la simple union d'un homme et d'une femme sous le signe d'une légalité, le fait que cette union ne trouve plus de mots pour être nommée dans sa spécificité est un problème. Et le texte de loi en témoigne, puisqu'il n'y figure plus mari et femme, mais époux. Il n'y figure plus père et mère, mais parents. Ça pose problème. Les homosexuels ne font pas mieux comme famille que les autres. Il y a eu une tendance, et c'est pour ça que je ne suis plus du tout favorable à toutes ces expertises. Ils seront pareils, avec les mêmes défauts, les mêmes turpitudes, les mêmes mensonges. Mais il y a eu un espoir dans la communauté homosexuelle, il y a plusieurs années, de montrer qu'ils allaient encore faire mieux. Bien, c'est normal qu'il y ait cet espoir. Je crois qu'ils feront la même chose. Et vous verrez que quand le mariage sur lequel ils vont se précipiter, c'est normal puisque c'est un nouveau droit, vous verrez que quand ils seront comme tout le monde, ils feront comme tout le monde, ils ne se marieront pas forcément. Pas forcément. Il y aura les mêmes divorces, il y aura les mêmes séparations. Et donc là vraiment, le poids d'une... Pardon, oui. Le poids de la normalisation fait que on va assister à des transformations. Derrière toute cette affaire, je m'aperçois, à lire les écrits des pros, des uns et des autres, que la question de l'effacement de la différence des sexes est liée de façon théorique extrêmement serrée à la question du mariage homosexuel, de l'adoption, de la PMA et de la GPA. Et contre ça, je dis, il y a un déni de réalité, il y a un déni de réel, et on peut recouvrir ça avec tous les mots qu'on voudra. Il n'en reste pas moins que nous ne sommes pas les maîtres de la langue. Partout où se sont imposés des maîtres de la langue, les catastrophes psychiques et surtout les catastrophes politiques qui s'en sont suivies ont été énormes. Voilà, extrait des échanges donc saisi par Paul Bouffard. Un toit s'est écroulé à Tchernobyl, un incident sans gravité, assure la direction de la centrale où s'était produite, on s'en souvient, la catastrophe en 1986. Reste que cet effondrement s'est produit, on le voit sur cette photo, à quelques dizaines de mètres du sarcophage recouvrant les restes du réacteur. Le niveau de radioactivité est resté inchangé, assure-t-on, mais néanmoins les groupes français Vinci et Bouygues, chargés de construire un nouveau sarcophage, ont décidé d'évacuer leur personnel. Image inattendue aujourd'hui de responsables politiques de toute tendance, y compris Front National, rassemblés derrière le même pupitre, droite, écologiste, gauche, écologiste représenté par le sénateur Joël Labbé, et donc Front National, qui était représenté par la députée Marion Maréchal-Le Pen. Ils se sont tous retrouvés pour lancer un site Parlement et citoyens pour que chacun prenne sa part au débat. On écoute le sénateur Vert. Je ne me sens pas du tout associé au Front National. Le Front National est invité, c'est une formation politique. Et pour moi, ils ont une légitimité. Alors je ne partage pas du tout leur façon de voir les choses, mais par contre, je respecte leur électorat. Et l'important, c'est justement de pouvoir les affronter, au sens noble du terme, d'une façon démocratique et de les emmener au débat.
Voilà, propos recueillis par Nathalie Guilluard. À noter que le communiste André Chassaigne n'est pas venu finalement à cette présentation commune. Le débat empoisonné sur la tarification de l'énergie. Le PS fait face à une opposition toujours composée de la droite et des communistes au Sénat. Le retour de cette proposition de bonus-malus sur la consommation d'électricité était donc aujourd'hui très attendu dans l'hémicycle. Camilla Campusano. 61% des foyers jugent que le bonus-malus les inciterait à diminuer leur consommation. Ne soyons donc pas en retard sur cette idée. Presque une supplication de la ministre de l'Environnement. Au Sénat, la loi a déjà été rejetée en octobre et la semaine dernière en commission. Un débat enflammé notamment autour du bonus-malus, un principe qui module le prix du kilowatt selon le niveau de consommation. Dire, voilà, moins vous consommez, moins vous payez, et on incite à des comportements plus vertueux. Le malus, c'est-à-dire les 200 millions d'euros annoncés, vont à peine servir au financement de l'organisme qui va se charger de la collecte. Alors franchement, c'est une façon assez originale de créer des emplois. C'est pas en punissant nos concitoyens qu'il faut commencer, mais c'est vraiment par la rénovation thermique. Une potentielle association communiste UMP sur le feu donc, face à un texte jugé trop compliqué. Il dénonce également la remise en cause du tarif unique de l'électricité sur l'ensemble du territoire. Dans ces conditions, un rejet du texte est loin d'être exclu. La déception par rapport au malus qu'on voulait mettre en place, oui. Mais pour le reste, que voulez-vous qu'on dise, c'est la règle de la démocratie. Si la loi n'est pas votée au Sénat, l'Assemblée nationale devrait la ressusciter. Les invités du 19h, donc je vous les ai présentés il y a un instant. Déficit impossible à tenir, croissance toujours en berne. D'ailleurs, François Hollande a préparé les esprits hier à la révision, à la baisse de l'hypothèse retenue par le gouvernement dans la composition du budget. Et puis il y a également la réalité qui a été rappelée par la Cour des comptes, donc qui commence à être admise par le gouvernement. Avec nous donc Jean Arthuis, bonsoir. Merci d'être avec nous. Thierry Pech est également avec nous d'Alternatives économiques et Olivier Pastré du Cercle des économistes. Alors que va-t-il se passer d'abord maintenant? Bruxelles, bien sûr, Jean Arthuis est interpellé par Paris. Que va-t-il se passer alors que la France a rendez-vous, bien sûr, ce sera le 15 mars, pour présenter un nouveau plan de stabilité? On va se faire taper sur les doigts ou bien, l'argument de la conjoncture de la crise sera reçu? Nous sommes dans le semestre européen. Et donc, il y a maintenant une concertation entre les États membres pour confronter leurs options budgétaires. Mais les 3%. Ce qui m'a étonné, c'est que la fiction du 0,8% de croissance est tenue aussi longtemps. Pendant tout le débat budgétaire à l'automne, nous avons repoussé le projet de loi de finances, notamment parce qu'il nous paraissait irréaliste. Nous avons repoussé également la projection pluriannuelle des finances publiques parce que les hypothèses de croissance était irréaliste. Bon, et vous parliez d'objectifs de croissance. Le déficit limité à 3%, non plus, vous n'y avez jamais cru? Je n'y ai pas cru, parce que par ailleurs, les hypothèses de croissance qui conditionnent le niveau des recettes étaient manifestement optimistes et excessivement optimistes. Et que par ailleurs, s'agissant de la volonté de réduire la dépense publique, on est dans l'incantation. On n'a pas de documentation. C'est d'ailleurs ce que dit le premier président de la Cour des comptes. Vos hypothèses de réduction des déficits publics, ça me fait penser aux propos de Nicolas Sarkozy au printemps 2010, lorsqu'il disait qu'il allait baisser de 10% les crédits de fonctionnement et les crédits d'intervention. À la sortie, ça a fait 0. Donc, si l'on veut que les dépenses publiques baissent, il faut des réformes. Il va falloir s'interroger sur la durée du temps de travail de la sphère publique. Dit, nous faisons des réformes, nous faisons des réformes, nous faisons des efforts, dit le gouvernement. Ah bah des efforts, oui, enfin il y a des efforts rhétoriques. Maintenant, il faut des actes. Alors, Thierry Pech, d'abord, est-ce que pour vous le rideau là se déchire aujourd'hui avec ces aveux des ministres qui suivent le diagnostic accablant de la Cour des comptes? Non, pas du tout. Je pense qu'il y a beaucoup de surprises feintes autour de ces nouvelles. En réalité, peu d'observateurs croyaient à la fois aux 0,8% de croissance et à la fois aux 3%. Mais pour des raisons qu'on peut ne pas partager d'ailleurs. On pouvait avoir des raisons différentes de ne pas y croire ou de ne pas le souhaiter.
On avait annoncé, nous, dans l'alternative économique, 3,5% de déficit. On est à 3,45 d'après la Cour des comptes. Donc, on est dans ces eaux-là. Alors, la question, c'est pour vous, c'est grave pas non ou plus pas une surprise pour nos partenaires européens, je pense. La question, à partir de là, c'est est-ce qu'il faut absolument s'entêter à aller à 3% en 2013 au pas de charge, avec des risques considérables sur l'activité, sur le chômage, sur la demande intérieure, ou est-ce qu'il faut lever le pied, faire preuve de sagesse et se dire, bon, on va se donner un peu plus de temps. Les gages de crédibilité, ils ont été donnés tout de même par la signature du traité de stabilité, notamment, mais pas seulement. Bon, du point de vue politique, je pense que la France est un peu plus crédible aujourd'hui dans sa volonté, en tout cas, de réduction de ses déficits. Elle reste sur les marchés financiers, puisqu'on emprunte à des taux historiquement bas. Absolument. Les banques centrales commencent à se poser des questions. Les banques centrales se posent des questions. Mais alors Thierry Pech, pour vous, la sagesse, c'est de ralentir un peu les efforts, si je vous comprends bien, cette marche effrénée vers la réduction des déficits. C'est ça. La sagesse, vous avez parlé de sagesse. La sagesse, c'est de faire preuve de continuité dans la réduction du déficit, mais pas à un rythme qui casserait l'activité. Parce que le 0,8% de croissance qui se transforme, le carrosse qui se transforme en citrouille, la citrouille peut se transformer en pire demain. Il y a des études du FMI récentes qui montrent que ce qu'on appelle les effets multiplicateurs de la réduction des déficits, enfin de l'ajustement budgétaire. La rigueur qui s'ajoute à la rigueur. C'est ça. C'est à partir d'un moment, vous pouvez entrer dans un cercle vicieux, et il faut éviter d'y entrer. Alors, Jean Arthuis, vous en avez conscience de ce risque. Oui. Et d'ailleurs, Barack Obama l'a évoqué lui-même dans son discours de l'Union en disant, attention, il y a des coupes drastiques qui sont prévues dans le budget fédéral, et il dit, attention, on va créer comme cela des centaines de milliers de chômeurs de plus aux États-Unis. Oui, réduire la dépense publique, c'est aussi prendre des décisions. J'évoquais la durée du temps de travail. Souvenez-vous qu'en 1998, il n'était pas question d'étendre les 35 heures à la sphère publique. Et puis on l'a étendu parce que c'était quand même plus sympathique. On voit le résultat, ça coûte 25 milliards. Maintenant. Ça coûte, maintenant, il faut aussi se préoccuper de la croissance. Et la croissance, c'est la compétitivité. Et il y a des réformes qui ne se font pas pour améliorer la compétitivité. Un exemple. Par exemple, le coût du travail. On a ce pacte emploi, compétitivité. Alors, qui semble satisfaire le MEDEF. Oui, enfin, bon, le MEDEF est... Passé. Joker, si vous permettez. Je pense qu'il faut baisser le coût du travail et donc baisser le niveau des charges sociales. Là, on ne l'a pas baissé. On a dit aux gens, écoutez, vous recrutez et vous aurez une créance sur l'État. Comme ça, la Banque publique d'investissement pourra porter votre créance sur l'État. Autrement dit, la Banque publique d'investissement, elle n'est pas pour les entreprises, elle est pour financer l'État. Alors, votre diagnostic, docteur Olivier Pastré. Moi, je suis fasciné parce qu'on est d'accord tous les trois pour une fois sur le diagnostic. Oui. Et Thierry Pech est d'accord avec Goldman Sachs, ce qui est quand même Alternative économique et Goldman Sachs, c'est le couple le plus improbable de l'année. Les marchés financiers ont légèrement monté aujourd'hui, ce qui est la preuve que l'annonce d'une croissance moins grande et d'un déficit plus important n'a pas traumatisé les marchés. On est tous d'accord. Alors maintenant, sur qu'est-ce qu'on fait, j'aimerais vous mettre d'accord. Je suis pas sûr d'y arriver parce que vous avez tous les deux raison. Thierry a raison parce que effectivement, si on casse la croissance, déjà qu'elle n'est pas terrible, ça va pas le faire. Et Jean a raison aussi parce que si on ne continue pas à réduire les dépenses publiques. Je ne suis pas forcément d'accord avec vous sur le coût du travail, mais en tout cas sur la baisse continue des dépenses publiques. Là, on va avoir des graves problèmes sur les marchés financiers dans assez peu de temps. Vous êtes très club de gentlemen, là, en vous interpellant par votre prénom. Mais pardon, pour le moment, les marchés, contrairement à ce que vous dites, font crédit à François Hollande de ces deux réformes. L'une, il en est l'acteur avec le pacte de compétitivité, et l'autre, il n'en est pas l'acteur, mais il en a été le partenaire avec l'accord syndical. Je ne dis pas que c'est grandiose, mais il y a un certain nombre de gouvernements avant qui ne l'avaient pas fait. Vous parlez des marchés financiers, je voudrais vous parler des Français. Moi, je voudrais parler des PME, des petites entreprises qui ne sont pas sur les marchés, elles. Quand vous consultez un président de tribunal de commerce, il vous dit que les procédures d'alerte, les plans de sauvegarde se multiplient et que l'année dernière, ça portait sur des petits effectifs, mais que cette année, on multiplie par 2 ou par 3 les effectifs concernés. Donc on voit bien qu'il y a un problème de compétitivité des PME. À ce niveau-là, il y a un vrai sujet. Et ce n'est pas les marchés qui sont l'indicateur de la santé des petites entreprises. On pourrait parler aussi des collectivités locales, puisqu'on va les mettre un petit peu à la diète. En tous les cas, il y a un effort qui leur est demandé de 3 milliards d'euros sur les 2 prochaines années. Mais je voudrais qu'on parle aussi des Français, puisqu'on l'a vu tout à l'heure dans le journal, des efforts pourraient être demandés. On évoque, je ne sais pas si c'est possible, en tous les cas, ça va susciter un énorme débat, la fiscalisation des allocations familiales. Thierry Pech, qu'est-ce que vous en pensez ?
Alors les allocations familiales, c'est un sujet. Bon, moi, je veux redire ici que c'est pas le moment de couper dans les prestations sociales. C'est ce que recommande aussi la Cour des comptes, qui ne parle pas de prestations, mais de niche sociale. Oui, si vous voulez. Mais... Alors sur la question des allocations familiales, on est dans une situation très paradoxale parce qu'elles ont un système de financement de type contributif, et en même temps ce sont des allocations universelles. Donc c'est un truc qui fonctionne pas bien. On n'a pas la même philosophie de prélèvement et la même philosophie de distribution. Donc il serait bon de mettre tout ça au clair. Moi je suis assez favorable à un prélèvement de type universel, beaucoup moins, enfin pas du tout comparable à ce qui se fait aujourd'hui, et à une distribution différente. Mais je ne crois pas qu'on puisse gagner beaucoup d'argent dans les allocations familiales. Est-ce qu'on peut augmenter les impôts plus encore, Jean Arthuis? Moi, je pense qu'on a beaucoup augmenté les impôts depuis, peut aller plus loin, depuis 2 ans. Oui. Je pense que la priorité absolue, c'est de baisser la dépense publique. Vient un moment, alors d'abord, les plus gros contribuables, on l'a vu, ont tendance à s'exiler pour échapper à l'impôt, ce qui n'est pas satisfaisant. Vous avez des chiffres neufs là-dessus? Écoutez, moi, quand il y a des affaires médiatiques, mais est-ce que vous avez des données? Au-delà des médias, quand j'écoute des avocats conseils en fiscalité... Ah oui, mais ça c'est leur business, ils ont même intérêt à vous faire croire. Oui, mais Bercy ne donne pas les chiffres. Bercy ne donne pas les chiffres, Thierry Pêche. D'accord, non mais très bien, mais du coup on n'en a pas. On est d'accord sur le fait, essayons de mettre un peu de consensus, on est d'accord sur le fait que sur les impôts, on ne va pas aller beaucoup plus loin que ce qu'on a fait. Donc, voilà. Voilà, maintenant il y a les dépenses. Maintenant, c'est la dépense publique. Maintenant, c'est la dépense publique. Et dans ce domaine-là, contrairement à ce que disait Thierry, enfin, je ne suis pas sûr qu'on soit en désaccord, mais je pense que c'est les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. C'est une phrase de sagesse populaire et il faut souvent s'y référer. C'est-à-dire que c'est par des petites coupes partout, plutôt que par des grandes décisions médiatiques qu'on n'applique pas après, et on a des exemples dans l'histoire, qu'on doit pouvoir y arriver. Donc dans ce domaine-là, il faut ne négliger aucune piste de réforme. Il y a tout de même un gros dossier parmi les petits ruisseaux qui est la lutte contre l'optimisation fiscale des multinationales. C'est un sujet de l'OCDE. Je pense que là-dessus... Un grand combat de Jean Arthuis. C'est un vrai sujet européen. On peut tous se retrouver là-dessus. C'est un vrai sujet européen. Et ce que je ne comprends pas, c'est qu'on ait pris comme président de l'Eurogroupe le ministre des Pays-Bas, qui est le pays qui permet à Google de ne pas payer de redevances, de taxes sur ces redevances qui sont versées aux Bermudes. Politiquement, je trouve qu'on n'est pas toujours d'une lisibilité parfaite. Merci en tous les cas pour avoir participé ce soir à ce débat. Merci à tous, on y reviendra. La dépense publique. Baisser la dépense publique. Vous êtes d'accord sur cette idée? Et à quel rythme? À bientôt, à bientôt, à bientôt. Maintenant, on va parler du vote blanc. Le vote blanc qui n'est pas pris en compte, vous le savez, spécifiquement lors du dépouillement des votes en France. Il est assimilé au vote nul qui n'ont pas la même signification. Voter blanc a un sens qui pourrait demain être reconnu. En tous les cas, le Sénat examine à son tour ce texte qui a déjà été adopté à l'Assemblée nationale. On en parle avec Françoise Zocchetto, mais d'abord, les éléments du débat avec Florence Maurice. Second tour de la présidentielle de 2012, pas moins de 2,15 millions de bulletins blancs et nuls comptabilisés, soit 5,8% des votes, un record, mais impossible de faire la distinction entre les deux. Une aberration pour les défenseurs du vote blanc. Pour eux, voter blanc est un acte citoyen à part entière, dire que l'offre politique ne leur convient pas. Si le texte est adopté au Sénat, les bulletins blancs seront désormais comptabilisés à part. Une avancée, certes, mais trop timide pour certains, car ce vote ne sera pas pris en compte dans les suffrages exprimés. Il n'aura donc aucun impact sur le résultat. Un véritable problème de démocratie. Qu'est-ce qu'on peut faire pour redonner envie aux citoyens aujourd'hui d'aller voter? Eh bien, nous les Verts, nous faisons le pari qu'en leur donnant le choix de pouvoir voter blanc, 1, ils ne voteront pas forcément blanc, mais 2, ils iront à nouveau aux urnes. La prise en compte du vote blanc aurait des conséquences lourdes. Par exemple, ni François Hollande en 2012, ni Jacques Chirac en 1995 n'auraient recueilli la majorité absolue des suffrages nécessaires pour être élus. Autre question en suspens, le Sénat va-t-il proposer que des bulletins blancs soient mis à la disposition des électeurs? Actuellement, ils doivent amener eux-mêmes leurs bulletins de vote vierges de toute mention. La reconnaissance du vote blanc est un vieux serpent de mer pour nos parlementaires. En 20 ans, pas moins de 30 textes ont été déposés. Tous sont restés lettres mortes. Un seul a été adopté par l'Assemblée en 2003 avant d'être enterré au Sénat. Avec nous donc Françoise Zocchetto qui est le rapporteur centriste de ce texte au Sénat aujourd'hui. Alors dites-moi, que d'adversaires contre la reconnaissance du vote blanc depuis tant d'années, mais qui sont
ses adversaires C'est assez résolus. curieux comme sujet. En 1798, il y a eu une reconnaissance du vote blanc. Et puis ce vote blanc a traversé le Premier Empire, la Restauration. Et puis c'est la monarchie de Juillet en 1839 qui a renversé la vapeur et qui a supprimé toute reconnaissance du vote blanc. Et depuis cette période, donc depuis plus de 100 ans, même presque 200 ans, oui. Eh bien, il y a eu de nombreuses initiatives pour voir la reconnaissance du vote blanc. Donc c'est une revendication très ancienne. Les centristes, hein, vous êtes toujours à la pointe. Oui, les centristes ont toujours été à la pointe. Pourquoi ? Mais il n'y a pas que, il y a aussi la gauche, il y a aussi la droite qui a déposé des propositions de loi. Alors d'abord, nous pensons que tout ce qui peut amener nos citoyens vers le bureau de vote est une bonne chose. Et aujourd'hui, le sujet prend une actualité particulière puisqu'il y a une désaffection des électeurs qui malheureusement s'accroît. Il y a des élections qui sont totalement... Enfin, qui n'intéressent plus les électeurs, et on se dit pourquoi. Vous pensez que les gens auront la démarche de se déplacer pour exprimer leur défiance par un vote blanc ? Si je pouvais voter blanc, eh bien, je me déplacerais. Alors, après tout, pourquoi pas ? Et donc, c'est ce que nous avons proposé. François Sauvadet, à l'Assemblée nationale, a fait adopter à l'unanimité une proposition de loi. C'est assez remarquable pour être noté, à l'unanimité. Donc, la gauche, la droite, le centre, tout le monde a voté cette proposition de loi. Et aujourd'hui, elle vient devant le Sénat. Et moi, je dois dire, ce serait une bonne chose de pouvoir décompter ces votes blancs distinctement des votes nuls. Et comme ça, au moins, on saurait ce que représente le vote blanc. On ne saura pas les interpréter ? Oui, ce sera une information qui sera sans incidence sur le résultat du vote, puisque vous l'avez expliqué tout à l'heure. Oui. Nos textes prévoient, notamment pour l'élection présidentielle et pour les référendums, qu'il faut la majorité absolue des suffrages exprimés. Alors on imagine mal en effet que Jacques Chirac ou que François Hollande n'aient pas été élus dans les règles. Mais c'est le cas, si on applique votre réforme, oui, Monsieur Zaccheto, ça sera le cas. Non, parce que si vous prenez en compte les votes blancs parmi les suffrages exprimés, par exemple François Hollande ne passerait pas la barre des 50%. Mais ce que propose le texte que nous étudions, ce n'est pas d'assimiler le vote blanc à un suffrage exprimé. C'est simplement de décompter séparément les votes blancs de façon à ce que l'information soit donnée, que la presse, que les politologues, que les citoyens puissent analyser cette situation. C'est une réforme pour une meilleure information, dites-vous, mais donc qui n'aurait aucun impact. Si, bien sûr, car si un jour on arrive à avoir 20%, 30% de vote blanc, je crois qu'il y a des questions à se poser. Les responsables politiques pourront dire qu'ils n'ont pas vraiment fait leur travail. On aura dépassé l'état de crise sociale et politique, non ? Vous ne croyez pas, si on arrive à des chiffres pareils ? Non, mais cela peut arriver dans certaines élections. Quand il y a une offre de candidat qui ne satisfait absolument pas les électeurs, il est bon de le savoir. C'est préférable plutôt que de constater qu'il n'y a que 15% des électeurs à se déplacer, ce qu'on a vu parfois dans des élections cantonales. Et comment se porte le consensus sur ce texte au Sénat ? Vous avez évoqué le vote de l'Assemblée. Il y a un consensus sur le fait d'identifier le vote blanc et donc sur le fait d'accepter cette proposition de loi. Maintenant, nous discutons de modalités qui peuvent paraître un peu triviales, à savoir est-ce que le vote blanc doit s'exprimer à travers un papier blanc ? Moi, ça me paraît la solution naturelle. Oui, mais une enveloppe vide aussi, ça peut être. Ou est-ce qu'une enveloppe vide est aussi assimilée à un bulletin de blanc ? Bon, c'est vraiment des querelles qui peut-être ne passionnent pas les Français. Ce sont des modalités. Ce qui est certain, c'est que si quelqu'un a envie de dire « je veux voter blanc en connaissance de cause », il doit pouvoir être reconnu. D'accord. Et c'est le seul pays où ça bloque en France ? Non, cette revendication existe dans tous les pays. Il faut bien voir que le fait d'anesthésier le vote blanc, de ne pas le reconnaître, va souvent de pair avec un régime fort qui ne veut pas s'embarrasser de nuances et qui dit moi je suis élu, peu importe que je sois élu avec simplement 10% des électeurs inscrits, mais je suis élu. Vous voulez faire baisser le taux d'abstention par exemple ? Oui, voilà, c'est l'un des objectifs de cette réforme. Merci, on a bien compris. Merci beaucoup François Zaccheto d'avoir été avec nous ce soir. C'est la fin de ce journal. À 22h, Sonia Mabrouk et puis tout de suite sur la chaîne parlementaire Assemblée nationale. Question d'info, bonsoir. Comment se soigner lorsqu'il n'y a pas ou peu de médecins ? Itinéraire Bis vous emmène dans le centre. La première région française productrice de médicaments voit chaque année son nombre de généralistes baisser. Pourtant, élus, patients et médecins ne se résignent pas et luttent ici, à leur manière, contre l'avancée des déserts médicaux.
Itinéraire bis, demain à 18h sur Public Sénat. Une semaine politique et parlementaire passée au crible de l'image et du questionnement. La compétitivité, maintenant, c'est un problème. Le coût du travail qui n'était pas un problème, qui n'existait pas, est maintenant un problème. La crise écologique est de plus en plus vive. Eh bien, on a besoin de changer les choses et rapidement. Parlement Hebdo, pour ne rien manquer, pour tout comprendre. C'est vendredi à 17h45.